Bonjour à tous, il est 7 heures et bienvenue dans Bonjour Omerta. Ce matin, je reçois l'ancien militaire et colonel Jacques Hoggard afin de faire un point général sur la situation du conflit russo-ukrainien en ce début d'année 2026, tant sur le plan militaire que politique. L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commandent à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. Monsieur Hoggard, bonjour, bonne année et merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Julie, merci de votre invitation, et puis à vous aussi, bonne année. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour faire un point sur le conflit russo-ukrainien, ce début d'année 2026. Pour commencer d'un point de vue un peu général, est-ce que vous pouvez nous faire une petite analyse justement de l'évolution récente du conflit, que ce soit sur le plan politique ou militaire, s'il y a encore des évolutions? Alors la situation, elle est, comme tout le monde peut le constater, elle est assez mouvante. Elle est assez mouvante parce que je pense que sur le plan militaire, plus personne n'a de doute aujourd'hui, y compris parmi les Occidentaux, parmi les européistes, parmi les globalistes qui étaient acharnés à vouloir imaginer une victoire possible de l'Ukraine. Je crois que plus personne de sensé, en tout cas, ne rêve de cette victoire qui s'est estompée, a disparu avec les mirages, d'où elle provenait d'ailleurs. Aujourd'hui, la victoire militaire russe, elle est patente, elle est sur le terrain, et d'ailleurs on voit que politiquement, ça permet à Vladimir Poutine de hausser le ton. Hausser le ton au sens où maintenant il dit ça suffit, s'il n'y a pas immédiatement de négociations, alors on prononce pas le mot de capitulation, mais il est quand même un petit peu dans l'air, évidemment, de la part de Zelensky et de son régime. Eh bien, nous continuerons à mettre la pression militaire. J'ai observé que le chef d'état-major des armées ukrainiennes, Syrski, avait reconnu plus ou moins la chose il y a 48 heures ou 72 heures. Bon. Donc, je crois que tout ça c'est clair. La situation militaire, elle est au détriment, au désavantage évident de la partie ukrainienne et, bien sûr, de l'OTAN qui soutient à bout de bras, je dirais, les forces armées ukrainiennes depuis le début de ce conflit. Mmh. Sur le plan politique, on voit bien que la question est plus sensible d'une certaine manière, le durcissement de Poutine. On voit bien aussi les errements un petit peu erratiques de Donald Trump, qui, une fois, semble décidé à forcer la main à Zelensky en lui disant « ça suffit maintenant, tu négocies et tu arrêtes de faire massacrer ton peuple ». Et puis une autre fois où il est là à faire saisir un tanker russe plein de pétrole parce que évidemment derrière il y a cette alliance traditionnelle entre le Venezuela, la Chine, l'Iran, la Russie, le Venezuela dont il a fait enlever le 3 janvier le président Nicolás Maduro qui se trouve maintenant en détention à New York. Bon. Donc on voit bien que ça sont des tensions internationales. Alors il y a deux manières d'explorer un peu ce climat politique. Moi, je crois assez volontiers à l'explication qui est finalement que la doctrine Monroe ressuscitée par Trump aux États-Unis, dont il a fait son cheval de bataille, il y a la réalité et puis les effets déclaratifs. La réalité, c'est qu'il considère que le continent américain est à lui. Quand je dis à lui, aux États-Unis d'Amérique. D'où ces revendications assez folles et assez extraordinaires, à la fois sur le Venezuela, qu'il est à mon avis pas prêt de mettre à exécution parce que il a capturé le président Maduro, ce qui arrange peut-être d'ailleurs certains chavistes au Venezuela. C'est encore une chose à définir.
mais il n'a pas mis à bas le régime vénézuélien, qui demeure. Il n'a pas pris le contrôle des réserves pétrolières fantastiques du Venezuela à ce jour. Alors pendant ce temps-là, il montre un peu ses muscles côté Groenland. C'est vrai, il inquiète beaucoup l'Europe, qui du coup se sent solidaire du royaume du Danemark, qui a d'ailleurs colonisé le Groenland dans des conditions un petit peu discutables il y a maintenant pas mal d'années. Ce pauvre Groenland, 58 000 ou 60 000 Inuits, habitants de ces terres désolées, si je puis dire, mais pleines de richesses. Alors, Groenland, il y a l'Iran aussi qui vient de défrayer la chronique pendant quelques jours. Je ne suis pas persuadé qu'il ait renoncé à... on voit que la révolution orange a peut-être été sur le point de réussir et je pense que finalement elle a échoué. Je pense que les autorités du régime de Téhéran ont repris la main à Téhéran et ailleurs en Iran. C'est évidemment pas forcément fini. On voit bien qu'on a poussé en avant la figure du jeune, du jeune, moins jeune d'ailleurs maintenant, Reza Pahlavi, le fils du Shah, comme espèce de catalyseur de l'opposition iranienne. Mais cette révolution orange semble avoir failli. Alors l'option guerrière, moi je pense qu'elle reste toujours latente derrière, même si certains disent, non sans raison, que l'Iran pratique une dissuasion à partir de ses capacités en termes de missiles, et de missiles hypersoniques en particulier, comme elle l'a démontré lors de la guerre des 12 jours sur Israël. Donc on est face à une situation générale qui est tendue, mais est-ce que ça ne cache pas, au fond, un espèce de retour dans l'esprit à une forme de Yalta, c'est-à-dire le partage du monde. Derrière les déclarations grandiloquentes que peut faire Donald Trump, en particulier sur l'Iran, sur le Groenland, etc., est-ce que derrière il n'y a pas la volonté de dire à Poutine, tu fais ton affaire de l'Ukraine, de toute façon tu as gagné en Ukraine, donc tu fais ton affaire de l'Ukraine. À la Chine, Taïwan, finalement, si on arrive à trouver des accords économiques satisfaisants pour les États-Unis, Taïwan, moi j'y tiens pas plus que ça. C'est ton affaire, c'est ta zone. Vous voyez ce que je veux dire? Donc partage en quelque sorte en 3 zones majeures qui se répartiraient un petit peu l'influence et voilà. Alors dans tout ça, l'Europe évidemment n'existe pas. Elle est morte. Moi, je pense que l'Union européenne va crouler, va s'écrouler à un moment donné. Je pense que l'OTAN avec, d'ailleurs, parce que l'OTAN n'aura plus de raison d'être non plus. On voit pour ça les réactions un peu pathétiques, à la fois de Monsieur Macron, mais aussi maintenant de Madame Meloni, qui disent, après avoir en tout cas pour le président Macron, traiter le président Poutine d'ogre, de prédateur et autres noms d'oiseaux, qui maintenant dit il faut parler à Vladimir Poutine. Voilà. Donc c'est le grand objectif aujourd'hui des Européens de l'Ouest, qui sont divisés à l'évidence. Même Merz a changé son discours. Merz qui parlait de déployer des unités militaires allemandes en Ukraine, renonce. Alors on parle de renforcer la Pologne. Très bien, renforçons la Pologne, parce que la Pologne n'a pas de raison d'être sous-dotée, je dirais. Mais voilà, donc cet équilibre européen, il est à mon avis complètement par terre, il est explosé. La crédibilité de l'Europe en tant qu'Union européenne est égale à 0 aujourd'hui. La question, c'est de savoir quand est-ce que Mme von der Leyen va se taire, quand est-ce que Mme Kaja Kallas va se taire, cesser de mettre des grains de sable dans la machine laborieusement lancée pour la paix, et qui est une nécessité évidente aujourd'hui. Voilà. Alors, dans tout ça, il y a aussi des effets de manche. Il y a la relance de l'armement en France. Le général de Villiers, pour qui j'ai beaucoup d'amitié et d'estime personnelle,
on a parlé récemment, il dit il faut que la France réarme. Bien sûr, la France n'aurait pas dû désarmer comme elle l'a fait pratiquement au cours des 40 dernières années, depuis que M. Fabius a eu cette idée géniale des dividendes de la paix, vous voyez. Mais de manière générale, bien sûr qu'il faut que la France soit forte, crainte, souveraine, indépendante. Pour ça, il faut qu'elle sorte de l'Europe. Il faut qu'elle sorte de l'Union européenne, qui est un machin aujourd'hui complètement obsolète et néfaste. Voilà, en gros, à mon avis, le tableau général. Rapidement brossé, il y a peut-être des trous dans la raquette, mais je pense avoir dit l'essentiel. Parmi toutes ces tensions que vous avez évoquées, ces tensions mondiales, on voit aussi des tensions particulières entre Emmanuel Macron et l'administration américaine, notamment autour de la question de l'OTAN et du soutien à l'Ukraine. Est-ce que, selon vous, toutes ces modifications d'équilibre et de stratégie à cause de ces tensions peuvent radicalement changer l'avenir du conflit russo-ukrainien de manière décisive ? Écoutez, je le crois parce qu'en fait, si vous voulez, l'OTAN, pour ne parler que de l'OTAN, sans l'Amérique, eh ben c'est pas grand-chose. Alors on me dit que l'Europe, c'est des millions de citoyens, c'est X pays, etc. Mais vous faites pas. On voit bien qu'il y a un projet fédéraliste derrière les déclarations de Madame von der Leyen ou de ce brave ex-premier ministre lituanien, je crois, qui est le commissaire à la défense. Alors ça, j'apprends quelque chose, car il n'y a pas de commissaire à la défense à la Commission européenne. C'est une invention de Madame von der Leyen, qui n'a absolument rien de légal, de réglementaire, de légitime. Mais quand il parle de faire une armée européenne de 100 000 hommes, ces gens-là rêvent, en fait. Avec quel contingent et dans quel contexte politique d'unité, alors que on voit bien qu'il n'y a pas d'unité européenne. En réalité, l'Union européenne, c'est un terme juridique aujourd'hui qui couvre une réalité au départ économique et maintenant politique, c'est vrai, mais qui n'a pas de sens. Il n'y a pas d'unité européenne. Donc il y a trop de divisions. Les intérêts des Allemands ne sont pas les intérêts des Français. Les intérêts des Britanniques et des Français peuvent coïncider pour le moment, mais on connaît nos amis britanniques depuis longtemps, on connaît leur duplicité. Tout ça n'a pas de sens, en fait. Donc, on voit bien qu'on est en train d'essayer de se raccrocher aux branches pour essayer de sauver une apparence. Mais cette apparence, elle est mortifère. Elle conduit à éviter les véritables questions. Et les véritables questions, c'est comment reconstruit-on un système global de sécurité européen, incluant évidemment la Pologne et incluant évidemment l'Ukraine ou la nouvelle Ukraine, incluant les pays baltes et incluant la Russie, puisqu'il s'agit d'elle. Voilà. Comment fait-on pour ça? Alors il faut rétablir un dialogue diplomatique qui est presque au point mort, mais qui a l'air de vouloir se réchauffer un peu. Mais derrière le problème du réchauffement diplomatique, je dirais, c'est la confiance. Or, les Européens de l'Ouest ont tout fait pour tuer la confiance dans l'esprit de leur principal interlocuteur, qui est Vladimir Poutine. C'est l'œuvre des 4 ans, en gros, qui viennent de s'écouler. Donc, c'est compliqué de rétablir la confiance. Je comprends que Poutine est un pragmatique. Il voudra discuter, il voudra parler, mais en position de force maintenant. Il est en position de force. Donc il faut que les Européens l'admettent, le comprennent. Pourquoi se sont-ils fourvoyés dans cette voie sans issue? Cette défaite était inévitablement prévisible dès le départ. C'est ce que nous étions quelques-uns à dire. C'est ce qui nous a valu d'être accusés d'être pro-russes parfois, ce qui est ridicule, parce que nous sommes avant tout pro-français et pragmatiques. Mais pourquoi s'est-on lancé dans cette aventure aussi néfaste que ridicule en réalité, ne reposant sur aucune analyse stratégique profonde. Elle n'a reposé que sur l'idéologie en réalité. Vous avez évoqué justement le fait d'avoir été qualifié de pro-russe. On va développer un petit peu ça. Vous avez déjà fait des passages en plateau télévisé. Vous donnez régulièrement votre avis sur le conflit, votre analyse pertinente.
malgré ça, vous avez quand même souvent été attaqué d'être accusé d'avoir été relayeur de messages pro-russes ou de désinformation. Qu'est-ce que vous répondez à ces attaques? Vous n'avez pas été le seul d'ailleurs à avoir subi ça. Non, je n'ai pas été le seul. J'ai des amis et des camarades que j'estime beaucoup. Je pense au feu général Delaware, qui était un ami, disparu trop tôt. Je pense au général Pinatel. Je pense bien sûr à d'autres camarades comme Xavier Moreau ou le colonel Jacques Beau, citoyen suisse. Ces deux derniers faisant l'objet de sanctions absolument ahurissantes, hallucinantes de l'Union européenne, tout simplement pour avoir fait leur travail d'analyse. Alors quand on nous traite de pro-russes, il y a eu des journaux français pour le faire. J'avoue que j'ai plus tellement confiance dans la 17e chambre correctionnelle chargée de la diffamation au tribunal de grande instance de Paris, parce que sinon j'aurais porté plainte pour diffamation. Mais je sais que c'est perdu d'avance, si vous voulez. Quand il y a une désinformation majeure qui s'opère dans ce pays, quand vous êtes un individu isolé ou presque, bah, vous portez toutes les tares de la terre. C'est ainsi. Donc moi, je suis simplement là-dessus. Je veux dire simplement que c'est d'ailleurs la trame de mon livre, la guerre de l'Ukraine, avec ce sous-titre « Regard critique sur les causes d'une tragédie ». J'étais persuadé, dès le démarrage de cette tragédie en février 2022, que cette guerre serait perdue par l'Ukraine et par l'OTAN. J'en étais convaincu et j'ai essayé d'expliquer pourquoi. Je suis pas le seul. D'autres l'ont fait remarquablement, comme François Martin, comme encore une fois Jean-Bernard Pinatel ou d'autres, ou comme le regretté Éric Denessé aussi, qui a commis quelques ouvrages extrêmement fouillés, intéressants et documentés sur la question. Eh bien non, nous ne sommes pas pro-russes, nous sommes pro-français, nous sommes des patriotes français et nous entendons défendre ce qui nous semble être nos intérêts vitaux, stratégiques. J'observe que Philippe de Villiers vient de le rappeler encore récemment, rappelant notamment d'ailleurs toute l'estime personnelle qu'il a pour Xavier Moreau. Je note que Pierre Lelouch ne dit pas autre chose. Je note que Luc Ferry ne dit pas autre chose. Ce sont des gens avec qui je ne suis pas nécessairement d'accord sur la totalité des événements du monde et affectant la France en particulier. Mais au moins, je rends hommage à leur honnêteté intellectuelle. Voilà des gens qui ont peut-être fait un petit bout de chemin dans le mauvais sens au départ, mais qui le reconnaissent et qui maintenant ont compris quel est l'intérêt véritable de notre pays. L'intérêt véritable de notre pays n'est pas de s'être lancé tête baissée dans un piège dont nous avons maintenant tous les plus grandes difficultés à nous extraire. Mais est-ce que finalement le fait d'attaquer des gens comme vous et comme toutes les personnes que vous avez citées qui ne font que des analyses mais qui vont à l'encontre de ce qui est avancé sur d'autres médias français par exemple, est-ce que le fait justement de vous attaquer dans ce sens-là n'est pas justement une désinformation ou une censure alors que c'est ce qui vous est reproché finalement? Moi j'avoue que je suis consterné. Il n'y a pas d'autre mot. Attristé, humilié par les déclarations péremptoires de Jean-Noël Barrot, notre ministre des Affaires étrangères, ou Benjamin Haddad, qui est son fidèle second. Ce sont des déclarations irresponsables ou dictées par l'idéologie la plus stupide, la plus acharnée. Il y a rien de pire. Il n'y a pas de pire aveugle que ceux qui ne veulent pas voir, ou de pire sourd que ceux qui ne veulent pas entendre. Eh bien, ces gens-là appartiennent à cette catégorie. Alors, le font-ils sciemment en désinformant l'opinion publique? On peut se poser la question, parce qu'ils y tiennent, ils y reviennent. Moi, j'observe quand même que leur chef de file, Emmanuel Macron, infléchit actuellement sa position notablement. On commence à changer de discours, au moins à la présidence de la République, en la personne du président lui-même. Il ne traite plus son homologue russe de prédateur ou d'ogre. Il commence à dire qu'il faut discuter avec lui. Bon. Madame Mélanie, c'est pareil, mais Madame Mélanie est plus intelligente, à mon avis, et politique plus avisée.
que M. Macron et son équipe. Mais on voit bien qu'il y a un tournant qui est en train de s'opérer et une grande division au sein cette fameuse coalition des volontaires aujourd'hui. Tout le monde reconnaît que finalement, il n'y aura pas de déploiement de troupes s'il n'y a pas accord de la Russie. Bon, la Russie a déjà donné sa position, il n'y aura pas de déploiement de troupes occidentales en Ukraine. Et c'est pour ça aussi que Poutine accélère sa pression militaire sur le terrain pour dire maintenant ça suffit. Hein. Vous êtes gentil avec vos réunions, vos palabres, etc. Mais voilà, c'est le résultat de notre comment dirais-je, de notre erreur stratégique majeure initiale de nous lancer en partisans dans un conflit où nous ne devions surtout pas être partisans. C'était pas notre affaire, ce conflit au départ qui concernait l'Ukraine et la Russie, mais avec l'OTAN derrière. Le fait d'avoir rejoint le commandement intégré de l'OTAN sous la présidence de Sarkozy est une erreur colossale dont nous payons maintenant les dividendes, si je puis dire. Donc il est temps que ces deux organismes que sont l'OTAN et l'UE, qui sont d'ailleurs liés, qui sont totalement interpénétrés, c'est Jens Stoltenberg, je le répète parce que j'avais aimé la formule du secrétaire général de l'OTAN à l'époque, qui disait que c'était l'OTAN et l'UE étaient les deux faces d'une même pièce. Bon, il l'avait dit lui-même. Donc c'est vrai, il faut que ces deux empêcheurs de tourner en rond, il faut que ces deux empêcheurs de paix, que ces deux fauteurs de guerre cessent leurs actions subversives, permanentes, qui visent à désinformer les opinions occidentales et à pousser à la guerre, alors que nos moyens, en plus, ne le permettent pas. En plus, indépendamment de la situation objective qui devrait être celle d'une analyse stratégique équilibrée et raisonnable. Vous l'avez évoqué, en parallèle s'est déroulée la 15e réunion de la coalition des volontaires le 6 janvier dernier, 6 janvier 2026, lors de laquelle ses membres ont réaffirmé leur engagement collectif en faveur, je cite, d'une paix juste et durable en Ukraine. Quelle est votre analyse de cette coalition des volontaires et de ces dernières déclarations ? Moi, je pense que, encore une fois, il y a le blabla. Donc le blabla, c'est ce que vous venez de résumer en 2 mots. Personne ne peut être contre l'idée qu'il faut qu'une paix soit instaurée rapidement, que l'Ukraine, la nouvelle Ukraine qui va surgir de cette tragédie, diminuer des territoires russophones et orthodoxes qui ne veulent plus être ukrainiens aujourd'hui. Ça, c'est l'effet de la guerre, mais c'est l'effet de la politique occidentale, ukrainienne et occidentale, depuis les accords de Minsk, qui étaient qu'un prétexte, comme l'avait rappelé François Hollande et Angela Merkel il y a quelques mois. Donc, tout le monde est d'accord là-dessus, sur le fait qu'il faut que la paix revienne. C'est les modalités de cette paix qui posent problème aujourd'hui. Et je pense que dans toute guerre, il y a un vainqueur et un perdant. Et dans toute guerre, c'est le vainqueur qui impose ses conditions aux perdants. Donc, personnellement, je pense que un des facteurs bloquants, c'est encore la présence de M. Zelensky qui s'accroche à son pouvoir alors qu'il n'est plus président élu depuis maintenant pratiquement deux ans. C'est le maintien d'une volonté guerrière de certains acteurs de cette coalition des volontaires, encore une fois avec des changements majeurs qui sont en train de s'opérer. Monsieur Macron a été un des leaders, il semble qu'il ait maintenant un peu infléchi sa position. On va bien voir, parce que je me méfie des paroles, je préfère les actes aux paroles. On va bien voir la suite des événements, mais je pense qu'on est à un tournant en ce début de 2026. Je l'espère de tout mon cœur, parce que il faut éviter le dérapage. Si vous voulez, la Russie a envoyé la semaine dernière un message très clair avec ce missile Oreshnik qui est tombé sur Lvov ou Lviv, selon le caractère ukrainien ou russe de la prononciation de la ville, mais il faut déterminer exactement l'objectif. Mais je pense que c'est une démonstration plus psychologique qu'autre chose. Attention, avant la dissuasion nucléaire, il y a la dissuasion non nucléaire. L'Oreshnik en fait partie. Voilà le message envoyé par Poutine il y a peu
Est-ce qu'il y a corrélation avec la volonté de discuter subite de M. Macron? Peut-être. Je l'espère, au fond, ça voudrait dire qu'il y a une certaine prise de conscience à un certain niveau politique, en tout cas en France aujourd'hui. Eh ben, Monsieur Hogarth, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin et de nous avoir partagé votre expertise. Et puis, je vous dis à très bientôt sur Omerta. Merci beaucoup. Merci Au revoir, Julie, à bientôt. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à demain pour une nouvelle thématique avec un nouvel invité. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente journée. À demain.